Merci à toutes et tous. Et donc, je vais laisser la parole à Émilie Augier, chef du service des expositions du Palais de la Porte Dorée et du Musée national de l'immigration à Paris, qui va animer ce jeudi de la FEMS autour de la question de la scénographie face aux défis des transitions et du renouvellement. Merci, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Augier, chef du service des expositions au Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2 ans et demi. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de la FEMS pour son invitation et pour l'organisation de cette conversation. Pour introduire cet échange, avant les interventions successives de Marion Forissier, Jonathan Deledic, Adeline Rispal et Fanny Legros, je souhaitais évoquer très rapidement les pratiques développées au MNHI et les problématiques qu'elles engendrent en interne. Tout d'abord, on essaye donc au maximum de réemployer les scénographies d'une exposition à l'autre et d'investir en fait dans du matériel d'éclairage et d'audiovisuel pour se constituer un petit parc. Pour les expositions temporaires, donc dès les candidatures de scénographie, on intègre en fait un critère de sélection qui demande en fait aux candidats de présenter des projets dans lesquels ils ont déjà réutilisé des éléments scénographiques et de nous expliquer comment ils ont procédé et quels matériaux ils utilisent. Donc ça fait vraiment partie des critères de sélection à la première phase, donc la phase candidature. Et dans la phase 2, on transmet dans le DCE les plans de la scénographie précédente et tous les mobiliers existants stockés dans le musée. Et ensuite, donc, il y a vraiment un travail avec l'équipe scénographique pour essayer de réutiliser tous ces mobiliers un peu standards, tout en essayant de trouver vraiment une singularité de la scénographie, ce qui est un des défis, en fait, des équipes scénographiques. Mais ça, je laisserai Marion et les scénographes d'XPO Fédération en parler. Euh, la problématique qu'on rencontre, nous, beaucoup en interne, c'est vraiment l'espace de stockage. Nous qui se double en fait du fait que nos espaces d'exposition temporaire se situent au troisième étage et que les espaces disponibles chez nous sont situés dans les réserves. Donc, ça pose des problèmes évidemment d'acheminement, de manipulation des éléments scénographiques qui se doublent aussi chez nous du fait qu'on a un monte-charge qui est très petit. Donc, les agenceurs sont obligés d'acheminer soit par les escaliers, soit parfois par grutage, ce qui n'est pas forcément très économique pour nous. Et l'autre problématique aussi, j'imagine que beaucoup de musées la rencontrent, c'est l'inventaire en fait de tous ces éléments. Nous, en plus, on a plusieurs directions qui sont potentiellement intéressées par tous ces éléments, que ce soit la direction de la programmation ou même à l'aquarium. Et donc, ça nécessite vraiment une coordination assez grande. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens humains ni d'outils en fait pour organiser en fait cet inventaire. Mais bon, donc c'est un petit peu artisanal et on essaye de mettre vraiment des outils un peu efficaces en place. Mais évidemment, tout cela aussi a un impact en fait sur le travail des concepteurs scénographes. C'est un peu l'objet en fait de notre conversation aujourd'hui. Donc, il va donc s'agir dans cet échange d'aborder d'une part les stratégies mises en place pour faire face aux défis des transitions et du renouvellement, que ce soit dans le cadre d'une exposition permanente ou dans celui des expositions temporaires, de mesurer l'impact du modèle actuel sur les différents acteurs du monde culturel, que ce soit les institutions, les concepteurs scénographes, les entreprises d'aménagement, d'éclairage, d'audiovisuel, et de faire émerger la nécessité de définir ensemble une stratégie globale dans laquelle chaque acteur puisse y trouver son compte d'un point de vue intellectuel, technique et financier. La première intervention propose donc de présenter les dispositifs conçus par l'équipe Maciek-Fischer pour l'exposition permanente du MNHI et l'exposition temporaire Olympisme qui est actuellement présentée au musée, et de préciser l'impact donc que ces nouvelles pratiques ont sur le travail des scénographes et celui des entreprises d'aménagement. La seconde intervention propose de présenter la stratégie RSO de la direction des expositions du musée d'Orsay
Et la troisième intervention abordera cette question de la stratégie globale à construire ensemble. Donc, je laisse la parole à Marion Forissier, chef de projet de l'atelier Maciek Fischer. Je mets le micro. Bonjour à tous. Alors, je vais juste partager mon écran. Donc, tout d'abord, merci à l'association FEMS et au Musée de l'Immigration de m'avoir contacté pour participer à cet échange. Donc, comme le disait Émilie, je vais vous présenter un peu la manière dont nous, scénographes, s'emparons du coup des stratégies d'éco-conception et de développement durable dans nos projets et la manière dont ça va impacter notre manière de travailler, en vous présentant donc 2 projets qui ont été réalisés au Musée de l'Immigration, au Musée national de l'immigration, donc qui sont le parcours permanent et l'exposition temporaire Olympisme, qui est actuellement au musée. Donc c'est vrai que tout d'abord, c'est peut-être évident, mais en tant que concepteur, on travaille dans plein d'institutions différentes et donc à chaque fois, nous allons adapter nos pratiques aux institutions et aux enjeux des expositions et on ne va pas du tout traiter l'éco-conception de la même manière pour un musée d'histoire et de société comme le musée le MNHI ou pour un musée de beaux-arts ou pour un musée de l'ethnographie. En ce qui concerne le MNHI, donc comme je disais, c'est un musée d'histoire, donc avec des enjeux particuliers qui étaient qu'il y avait énormément de textes et de textes et de contenus iconographiques. Et donc, il fallait du coup trouver un moyen de les traiter, de s'en emparer et de proposer un parcours qui soit rythmé, tout en ayant des propositions un peu différentes pour mettre en valeur ces contenus. Donc il y a eu différents principes qui ont été développés, mais de manière générale, on a donc à l'atelier, on a proposé un design épuré qui permet d'intégrer ces différents niveaux de contenu. Et également, un point très important de ce type de musée, c'est que les propos sont liés à l'actualité et du coup, il fallait vraiment notre proposition s'est tournée vers une scénographie évolutive et qui permette au musée de pouvoir modifier le contenu si besoin, de pouvoir l'actualiser en fonction des événements actuels. Donc pour ça, on a proposé différents principes, que ce soit donc comme vous pouvez le voir sur ces planches des panneaux graphiques qui sont soit sur en contreplaqué ou en dibond et avec un système qui permet de les changer facilement, enfin plus ou moins facilement, et donc qui permet d'ajuster le contenu et également des principes de cartel qui sont tous magnétiques. On a également proposé un design qui permette de faire évoluer la position des vitrines ou des éléments de contenu multimédia, et donc de permettre une scénographie qui soit modulable. Vous pouvez également le voir sur cette photo. On a également proposé un espace d'actualité qui est actuellement en cours de... On est en train de le repenser, mais ces structures, l'idée de ces petites structures, de ces cadres métalliques était de pouvoir changer le contenu, les panneaux, donc de pouvoir changer un écran, mettre une œuvre encadrée et actuellement nous sommes en train de reconfigurer cette partie du parcours permanent et du coup l'idée sera de réutiliser ces cadres pour pouvoir créer peut-être des espaces des petites alcôves pour que les gens puissent écouter des témoignages sur l'actualité. Donc un autre point assez important dans le travail du musée de l'immigration, ça a été aussi un travail de vitrine, parce que dès le début et dès la phase offre, du coup, le musée avait annoncé qu'il y aurait un certain nombre de rotations d'œuvres. Et donc, du coup, ça, c'est un point que nous avons pris en compte dans la conception des vitrines, de faire en sorte de trouver un système qu'elles soient modulables, enfin qu'on puisse les changer facilement, qu'on puisse les retirer si besoin, qu'on puisse en ajouter. De même pour les bords multimédia. Également pour les vitrines, étant donné que c'est un parcours permanent et qu'il doit durer un certain nombre d'années,
L'idée était aussi de se tourner vers des matériaux qui permettent d'avoir une meilleure durabilité, donc comme le verre, ou ici c'était du coup des socles en métal thermolaqué. On a également cherché à trouver un système de vitrine qui permette au musée de bien s'en emparer et que ce soit aussi économique parce que on le sait, les vitrines de musées permanents peuvent parfois être un peu des machines de guerre. Donc l'idée, c'était de trouver vraiment des vitrines un peu low-tech qui soient en même temps élégantes. Et donc pour ça, on a vraiment ce travail s'est aussi fait avec l'agenceur, de trouver vraiment un détail qui permettait de trouver le meilleur rapport qualité-prix et qui permettait aux musées de pouvoir manipuler eux-mêmes ces vitrines. Donc ça, c'était un petit peu, enfin un peu rapidement, mais du coup pour la présentation du parcours permanent. Heu, On va avoir du coup pour les expositions temporaires une approche assez différente, pour le parcours permanent, on va peut-être plus travailler sur un design de vitrine ou ce genre d'aspect, alors que pour une exposition temporaire, l'enjeu n'est pas au même endroit. Souvent, les vitrines vont être plus simples pour permettre d'avoir, peut-être, un décor éphémère, plus immersif ou un principe scénographique, qui crée un lien, un fil plus marqué et donc l'éco-conception va être un réel enjeu dans la conception des expos temporaires pour nous permettre de trouver une balance entre, le coût, de l'exposition et du coup l'originalité qu'on veut créer. Car, en fait, souvent l'éco-conception est une vraie piste, budgétaire. Ça nous permet de rentrer dans les coûts objectifs, et pour ça, il y a différents moyens, que ce soit la réutilisation des cimaises, comme le disait Émilie, la réutilisation des mobiliers, des vitrines, des socles, des bancs, de tous les caches-écrans, des éléments techniques, comme les portes, les trappes extincteurs. Et il y a également, quand les musées en sont dotés, l'utilisation des parcs audiovisuels et des parcs lumière. Et donc tous ces éléments vont nous permettre, d'économiser du coup, sur un certain nombre, de matières premières et donc de permettre d'avoir des scénographies, qui vont être peut-être plus originales sur d'autres points. Par exemple sur Olympisme, qui était également une scénographie, enfin une exposition, sur l'histoire des Jeux olympiques, où il y avait également énormément de contenu, à traiter avec différents niveaux. Donc on a voulu créer un jeu de panneaux inclinés pour vraiment dynamiser la présentation de ce contenu, avoir différents niveaux de lecture et également avoir des cimaises un peu spécifiques que vous pouvez voir sur cette image, qui nous permettaient de créer des respirations, d'ajourrer et d'accompagner nos panneaux inclinés. Donc pour nous permettre d'avoir ces cimaises, le réemploi a été un bel atout et du coup ça nous a l'enjeu a été de trouver le bon équilibre entre du coup des cimaises un peu originales et nos panneaux inclinés et des cimaises du coup en réemploi. Pour le MNHI, du coup, les cimaises en réemploi, c'était du coup des cimaises faites de panneaux et d'échelles en récupération que du coup les entreprises ont pris de manière séparée et ont réassemblé. Il y a eu un énorme travail de vitrine autour avec les vitrines, car il y avait beaucoup, beaucoup de vitrines. On avait 58 vitrines sur l'exposition, donc pour une exposition de 800 m², c'est énorme. Ça a un coût très important sur l'exposition et donc sur ces 58 vitrines, 25 ont été composées d'éléments récupérés, que ce soit des capots, soit les capots plus le socle comme vous pouvez le voir ici, ou juste le capot, ou parfois juste un verre. Pour faire par exemple une vitrine niche où on récupérait seulement les verres. On a également récupéré tous les petits caches-écrans. Enfin voilà, tous ces éléments, du coup, dans la conception scénographique, enfin souvent du coup, pour ce projet typiquement, les équipes du musée de l'immigration nous ont donné le DCE de l'exposition précédente et du coup, on a légèrement adapté les vitrines pour les standardiser, pour créer un élément uniforme et du coup souvent, même en tant que scénographe, quand on conçoit une vitrine pour les expositions temporaires, on va préférer un socle assez classique en se disant qu'il pourra être récupéré pour les expositions suivantes. Hem Et c'est vrai que tout ce travail, du coup, qui est
très vertueux et qui est assez important, d'optimisation et du coup de réemploi, a un gros impact, sur notre travail en tant que scénographe et souvent, ce travail n'est peut-être pas encore, assez valorisé parce que heu, du coup, on a un travail d'analyse des scénographies précédentes et des listes d'inventaire qui sont pas toujours, qui sont plus ou moins, complètes ou souvent il y a beaucoup d'allers-retours, pour confirmer des dimensions, pour confirmer parce qu'il faut pour qu'on s'assure que les œuvres, rentrent bien. Également un travail d'ajustement des vitrines parce que du coup, il faut qu'on a un petit jeu de voir qui va avec qui et si j'utilise telle vitrine, est-ce que du coup je ne pourrais pas l'utiliser pour telle œuvre? Mais du coup il faut enfin, il y a tout un travail d'optimisation et de réflexion dans la manière dont on utilise les vitrines existantes et de voir laquelle correspondrait le mieux à quelle œuvre et qui peut parfois être un vrai casse-tête et nous faire que nous allons redessiner, plusieurs fois un certain nombre d'éléments. Ça nous demande aussi un certain nombre d'allers-retours avec la MOA, enfin avec les équipes musées et le commissariat pour, en plus parce que pour être sûr que le nombre, parce que parfois, on va avoir une vitrine d'1 mètre, enfin de 80 centimètres en récupération et les œuvres ne rentrent pas donc et ben, on va leur dire: «Bah, voilà, est-ce qu'on peut faire un choix? Est-ce que du coup vous êtes d'accord de supprimer une œuvre? Sinon, bah, du coup on construit une vitrine, mais du coup est-ce qu'on peut la récupérer à un autre endroit?» Du coup, tout ce jeu un peu de chassé-croisé pour les vitrines est très, très chronophage et souvent, n'est pas vraiment pris en compte aujourd'hui dans nos honoraires. Donc il y a quelques là en préparant un peu cette intervention, je me suis rappelé que récemment on avait répondu à un accord cadre, pour Paris Musée et du coup, Paris Musée, dans cet accord cadre pour des conceptions scénographiques, exécution technique pour les expositions temporaires, ont intégré dans leur BPU un nombre de jours complémentaires appliqués automatiquement dans le cadre d'un projet éco-conçu. Mais du coup, cela montre bien que, du coup, cette institution, a conscience que, qu'un projet éco-conçu avec, pour eux, un projet éco-conçu et un projet où il y a plus de 50 d'éléments d'existants à réutiliser, mais du coup que ce travail est un travail beaucoup plus important pour les scénographes il est important de le valoriser et c'est ce que vous présenteront également, Adeline et Fanny, du coup de la fédération Expéo. Du coup, ils en parlent dans leur manifeste, que peut-être un des leviers pour, revaloriser, le travail des scénographes pour l'éco-conception serait, de revoir le mode de calcul des honoraires, plutôt en fonction du temps de travail, plutôt qu'en fonction, de la valeur du projet, enfin du coût objectif. Car souvent nos honoraires sont calculés sur le coût objectif des expositions et non pas sur notre temps passé. Hem, donc donc voilà, ça c'est pour, du côté conception, mais cet élément a également, un impact, sur les entreprises, car, le fait du coup, depuis quelques années, la plupart des expositions, temporaires ou enfin permanentes, c'est un petit peu différent, mais temporaires, sont, on va dire, on valorise de plus en plus l'éco-conception. Mais donc du coup, il y a beaucoup moins de matière à fournir pour les entreprises. Ils vont plus, débiter des mètres et des mètres linéaires de Simèse. Le but va être, pour eux de chiffrer de la main-d'œuvre, donc c'est pas du tout le même coût. Ils vont pas récupérer les mêmes marges et donc pour eux, c'est souvent moins avantageux de récupérer, d'avoir des scénographies avec beaucoup de récupération parce qu'ils vont juste vendre de la main-d'œuvre. C'est le même cas pour, les entreprises d'audiovisuel ou d'éclairage. Quand les musées sont dotés de parcs, audiovisuels ou d'éclairage, du coup, il y a plus de location et du coup, la location étant également le point vers lequel les entreprises, ont une certaine enfin, leur permet de faire des marges et d'avoir enfin voilà et donc du coup, ils vendent du chiffre d'affaires. Donc c'est sûr que c'est assez important dans les budgets des expositions d'avoir ces parcs parce qu'ils permettent vraiment de soulager les budgets, surtout, mais parfois, comme pour une scénographe comme pour la partie agencement, il faut peut-être avoir il faut pas du tout, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant de réfléchir à la manière
dont on a ce parc, que ce soit un parc un peu général qui permette de faire une scénographie générale, de faire l'ensemble des ambiances ou d'avoir un certain nombre d'écrans ou quelques projecteurs. Et pour des dispositifs un peu spécifiques, du coup, on privilégierait la location du matériel. C'est vrai que je ne vous ai pas mis de photos, mais typiquement sur Olympisme, c'est le travail qu'on a effectué. On a récupéré tous les écrans, on a récupéré un certain nombre de projections. Mais par contre, il y avait certaines projections, donc vous pouvez en voir une ici, qui était les entrées de section. Donc il y en avait 5 sur le parcours, où là, du coup, on voulait un effet assez spécifique, un peu immersif pour les entrées de section. Donc là, on a loué des projecteurs et il y a également un dispositif à la fin immersif avec du coup des écrans de 6 mètres de large. Je suis désolée, j'ai pas pensé à mettre une photo, avec des écrans de 6 mètres de large qui, du coup, là aussi, on a eu recours à de la location. Hem et sinon, enfin pour finir et du coup, ça permettra également d'introduire, l'intervention de Jonathan. Hem, pour les ah non, je voulais juste rajouter un dernier point, un autre point sur l'éco-conception. Le fait, du coup, d'avoir beaucoup de réemploi, d'éléments existants, va faire que les entreprises vont être plus ou moins intéressées pour répondre aux différents marchés. Sur Olympisme, qui est du coup, l'exemple, que je vous présente aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont souhaité répondre au marché à l'agencement parce qu'en fait, pour eux, il y avait tellement de mètres linéaires de cimaises en récupération que c'était pas intéressant. Et donc, finalement, c'est l'entreprise qui a fait l'exposition précédente qui a répondu et qui avait la meilleure offre parce que finalement, comme elle connaissait par cœur, les 6 messes qu'elle avait mis en place sur l'exposition d'avant, elle savait comment les réemployer et du coup avoir un gain de temps. Donc souvent, ça va créer qu'il y a moins de compétitivité pour les entreprises et que certaines entreprises vont plutôt travailler dans certaines institutions. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte parce que c'est vraiment trouver un équilibre entre, comment est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on récupère et quel impact ça a pour nous en tant que concepteurs et les entreprises. Et du coup, comme je vous disais, le dernier point dont je voulais vous parler, qui est du coup, alors on voit pas toutes les images, mais qui introduit un peu, le travail qu'a fait Jonathan au musée d'Orsay. C'est du coup l'élément qui a été jusqu'ici, enfin, avec les vitrines, le plus récupéré dans les CIMES et où il y a eu énormément de tests dans différents musées. Donc nous, on a du coup fait beaucoup d'expositions dans beaucoup de musées différents et beaucoup de structures. Et donc, on a testé beaucoup de CIMES différentes, CIMES réutilisables. Donc, que ce soit, pour des expositions comme, au Petit Palais, au Musée d'Art de Nantes ou au Quai Branly, ou pour ces 3 institutions, les projets dont je vous parle, c'était des projets où c'était des marchés de conception doubles, voire triples. Du coup, nous remportions 2 ou 3 marchés en même temps et du coup, ensuite, nous passions, pour la réalisation, c'était pareil, les entreprises gagnaient 2 ou 3 marchés en même temps. Ce type de marché, groupé permet, de vraiment favoriser l'éco-conception, parce qu'elle permet du coup entre l'expo 1, 2, voire 3, de récupérer un certain nombre d'éléments. Et donc nous, dès la conception, on va décider de quel élément on récupère et comment est-ce qu'on va le récupérer sur les autres expositions et notamment les CIMES. Donc sur ces expositions, c'était des modules autostables réutilisables qui sont déplaçables et qui permettent du coup avec un transpalette de déplacer les modules et de créer une scénographie complètement différente mais avec les mêmes CIMES. Ce principe, nous l'avons également utilisé sur beaucoup d'autres expositions, que ce soit au Musée du Luxembourg, à la Cinémathèque. Hem, Au Palais des Beaux-Arts de Lille, c'était un petit peu différent. Donc nous avons fait la première exposition Expérience Goya, où il y avait un certain nombre aussi de modules, réutilisables et nous avons ensuite, heu, remporté le marché pour l'exposition suivante qui s'appelait Forêt magique et du coup, là, on a eu vraiment un travail, c'était pas un double marché, mais du coup, on a eu un vrai travail de récupération de la scénographie précédente et du coup, on sait que sur Forêt magique, nous avons récupéré 70 de l'agencement d'Expérience Goya. Donc c'était vraiment, Forêt magique est vraiment un exemple d'exposition éco-conçue. Parce que du coup, on a récupéré toutes les CIMES, un certain nombre de podiums et d'autres dispositifs.
Et également dans le principe de récupération des cimaises, du coup, comme ce qui avait été fait sur Olympisme. Donc, il y a un principe de récupération des panneaux et des échelles. Mais alors, ce mode de constructif a dû demander aux entreprises d'ajuster leur mode constructif et leur mode de fabrication et de pose. Parce que du coup, pour permettre la récupération, ils ont dû anticiper donc des démontages propres des expositions. Donc c'est à partir de ce moment-là où cette notion de démontage propre a commencé à arriver et ils ont dû arrêter de coller, d'utiliser l'usage de la colle, mais utiliser des vis et de trouver des systèmes pour qu'on puisse retrouver les vis facilement et qu'on puisse récupérer les panneaux et les valoriser. En général, que ce soit sur les modules, on pouvait les récupérer. Je sais qu'au Quai Branly, des modules qu'on a achetés sur Ultime Combat ont été réutilisés jusqu'à Bollywood, donc il y a eu entre-temps 5 expositions. Donc le le coût, qui se répercute est quand même assez intéressant du coup sur l'achat au début et sur, les expositions où on récupère des panneaux et des échelles, étant donné que ça demande un peu plus de manutention, souvent on peut les récupérer sur 3 expositions. Dans d'autres expositions, nous avons et d'autres institutions, nous avons, parfois, le musée nous mettait à disposition, des cimaises pérennes, que ce soit du coup au musée de Bretagne où ils ont investi dans des cimaises qui s'appellent les Mila Wall NBA, qui sont du coup des cimaises très fines qui s'assemblent, selon le principe qui est ci-dessous et du coup qui permet de créer un certain nombre de cloisons, pour cloisonner l'espace et ou sinon des modules, déplaçables à partir de structures acier, parements et MDF, que nous avons utilisé du coup à la Cité du Vin. Et donc ce principe de cimaises pérennes, c'est, du coup le point sur lequel, beaucoup de musées, et c'est ce dont va vous parler, Jonathan, ont commencé à travailler. La BNF, a fait une étude avec Scénographia, sur des cimaises pérennes. Le musée d'Orsay a fait aussi une étude et de notre côté, nous sommes actuellement en train de développer, des cimaises pérennes en partenariat avec l'entreprise Barème pour le musée du Quai Branly. Et c'est intéressant que chaque institution, en fait, travaille un peu sur son mode de cimaises pérennes, car comme je le disais au début, chaque institution n'a pas les enfin, toutes les institutions n'ont pas les mêmes enjeux et donc typiquement, les enjeux du musée du Quai Branly ne seront pas les mêmes que les enjeux du musée d'Orsay, étant donné qu'au Quai Branly, beaucoup de cimaises, sont des supports d'intégration de vitrines ou de dispositifs de médiation, alors qu'au musée d'Orsay, ce seront plus des cimaises pour de l'accrochage, et donc ce qui fait qu'il est important aussi de trouver différents principes de cimaises pérennes, en fonction des enjeux, de chaque musée. Bah, voilà, donc je vais Merci beaucoup Marion. laisser la parole à Jonathan. Oui, c'est la bonne transition pour l'intervention de Jonathan. Bonjour, je vais partager mon écran tout de suite. Vous le voyez? Donc merci de me recevoir, merci au MNHI, merci à Émilie, merci à la FEMS. Alors tout d'abord, moi je m'inscris vraiment dans la droite ligne de tout ce qu'a pu dire Émilie et Marion avant, donc je vais rien répéter, mais vraiment nous je partage vraiment tout ce qui a été dit, vraiment tous les petits points critiques, ces évolutions relativement récentes et la manière dont tout s'accélère très vite. Les contraintes liées au bâtiment, à nos institutions, etc. etc. Nous, on fait du réemploi à Orsay depuis 2 ans maintenant, enfin du réemploi très, comment dire, très scruté à la loupe. Et on est parti au départ sur le principe que vient de décrire Marion en demandant aux agenceurs d'adopter des principes de construction très simples, sans clous ni colle. Et ça s'est tout de suite montré très efficace. L'atelier Maciek Fischer a d'ailleurs fait l'exposition Van Gogh totalement en réemploi chez nous, à partir de parements et d'échelles, des expositions Manet, Degas et Munch. Donc c'est une exposition qui avait les cimaises avaient déjà 2 expositions derrière elles quand elles ont été présentées. Donc les 3 axes, il y en a beaucoup d'autres, hein. On peut parler de l'électricité, on peut parler du multimédia, mais tout ça, ça a déjà été abordé.
Les 3 axes d'éco-conception sont les mêmes que pour le MNHI, c'est-à-dire le réemploi par le biais d'un suivi d'un inventaire très sérieux, la standardisation des mobiliers qu'on va être amené à produire à l'avenir pour pouvoir les rendre modulaires et réemployables un peu systématiquement, donc aussi plus solides. Et étant donné que on avait les moyens à Orcel, il y a 1 an et demi maintenant, des gens pour nous soutenir, des idées que, notamment moi, j'arrivais riche d'une expérience à la Cité de l'Architecture ou et du patrimoine, où on avait déjà développé depuis assez longtemps, parce que ces recettes simples de structures de CIMES pérennes, en fait, elles sont simples, donc elles existent depuis longtemps. Il s'agissait juste de les reformaliser, de les repenser, de les partager et de les expérimenter. Donc, avec ce soutien, on s'est lancé dans la création d'un accord cadre pour, concernant les structures des CIMES, pour créer un dispositif type mécano de structure en acier modulable, très modulable, venant remplacer ce qu'on appelle communément les échelles dans les CIMES en bois. Et outre l'économie de matière que ça génère, qui est estimée à environ 20%, plus ou moins 20% sur la totalité d'un parc de CIMES dans une exposition temporaire, on s'est rendu compte que très très vite, ce système se met à irradier tous les autres secteurs de la mise en œuvre de l'exposition, du point de vue de la manutention, notamment de la facilité d'assemblage qu'on a, comment dire, qu'on a pu percevoir a posteriori de nos premières expériences, etc., etc. Par contre, comme ça a été très bien expliqué par Marion, derrière, étant donné que tout ça, ça s'accélère, ça crée un moment de tension assez important dans le rapport maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et prestataire agenceur. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la grande question. Comment faire en sorte que tout le monde monte dans le bateau, tout le monde réadapte ses pratiques en étant évidemment gagnant, mais aussi en faisant des compromis. Donc, la particularité de notre marché, de notre accord cadre, pour se faciliter la vie et sortir des marchés à lotis ponctuels liés à chaque projet, c'est que c'est un accord cadre à fourniture. C'est-à-dire que c'est comme un catalogue d'éléments liés au système qu'on a dessiné, que je vais commander comme je commanderais des éléments chez n'importe quel prestataire, fournisseur de quincaillerie. Ça m'est livré dans le parking du musée d'Orsay, et l'entrepreneur avec qui je suis en marché n'a plus rien à faire. Ce qui, administrativement et techniquement, facilite grandement les choses, parce que c'est décorrélé de la question du marché et de l'agenceur prestataire qui va s'en emparer pour le remonter. L'aspect très très important, et Marion en a très bien parlé, et ça recoupe la question des inventaires, c'est que sans un suivi extrêmement sérieux à l'intérieur de l'institution, une compréhension et un suivi sur les quantités commandées, la mise à disposition, une forme de facilitation et d'optimisation permanente du travail et des scénographes et des agenceurs, personne ne peut vraiment être satisfait, à l'heure actuelle en tout cas. Tant qu'on n'est pas dans une forme d'habitude d'appropriation de ces nouvelles techniques, que je rappelle qui sont des techniques très très simples. Et donc ça, c'est le point important. Du point de vue des scénographes, nous, avant chaque expo, alors on s'inscrit dans un temps long avec le scénographe, ce qui recoupe toutes les remarques qu'a faites Marion sur la redéfinition des coûts et des rémunérations des scénographes. On a la charge impérative de fournir des inventaires très à jour, des quantités très fermes, d'éléments, que ce soit du point de vue du mobilier, des parements, des échelles, enfin de tout ce qui doit être récupéré, pour que, y compris les plans de scénographie précédente, pour que de l'APS au DCE, le scénographe puisse travailler sereinement. Sans cela, c'est des allers-retours permanents et de gros risques d'erreur. Voilà. Donc, le dernier point sur lequel je voudrais insister sur notre démarche, c'est qu'on l'a voulu expérimental au départ. C'est-à-dire que
On a beaucoup travaillé cet accord cadre. On a fait une première simèse prototype faite en interne avec nos ateliers pour être sûr que ça fonctionnait. Et si notre dispositif avait échoué, si ça avait été un échec, eh ben on aurait fait le deuil de plusieurs mois de travail sur un accord cadre, mais on ne se serait engagé avec personne. C'est que cet accord cadre à fourniture, si on s'était rendu compte que notre démarche n'était pas efficace, bah, on aurait très bien pu se dire qu'on l'avait fait en pure perte. Et c'était une garantie pour nous d'aller dans la bonne direction, pas à pas, et aussi un peu à tâtons. Donc moi, ce système, je l'avais un peu éprouvé à la Cité de l'Architecture, ce système de structure en acier modulable, et je l'ai fait évoluer. Et passé la réalisation de cette première simèse, on a fait des adaptations, on s'est rendu compte que c'était tout à fait probant. Et là, on a fait un premier déploiement dans une grande exposition, à savoir l'exposition Reimann au musée de l'Orangerie, qu'on a scénographiée par l'agence Graphem et qui a été agencée par MPI Action. Donc c'est la deuxième étape, ça s'est révélé tout aussi probant, et aujourd'hui, pour la rentrée de septembre, on va équiper 2 espaces du musée d'Orsay, 2 espaces sur 3 espaces d'exposition temporaire, pour les expositions Ariette Becker et Céline Lagarde. Et aujourd'hui, bah, on a un plan d'investissement sur 3 ans, et on sait qu'on va équiper toutes nos salles d'exposition avec ce système, en étant sobre et raisonnable, c'est-à-dire que vu qu'on a ces contraintes de stockage propres à tous les musées et qu'on ne veut pas se retrouver avec une surabondance d'éléments qu'on ne saura pas où mettre, on préfère se dire qu'on a 10% d'éléments qui sont fabriqués en tout bois dans nos expositions, dans nos scénographies, pour à chaque fois réutiliser tout notre parc de structures en acier modulable. Et cette réflexion vaudrait pour le multimédia. On est exactement sur la même ligne d'avoir un parc de matériel régulièrement utilisable et quand on est dans le singulier, l'exceptionnel, de louer. Là, c'est un petit peu la même logique. Donc, ce que je vous partage là, c'est le dessin de principe, c'est ce qu'on avait fait à la Cité de l'Architecture, qui avait quelques défauts, parce que les structures, une fois toutes démontées, n'étaient pas plates. Et pour avoir un stockage le plus compact possible, l'idée, c'est vraiment de tout décomposer en éléments simples pour pouvoir stocker correctement. Sachant que comme c'est de l'acier, et que l'acier ne réagit pas de la même manière au feu que le bois, on peut beaucoup plus facilement avoir l'autorisation de stocker les éléments dans les simèses, ce qui en plus rajoute du lest. Alors voilà le système très simple, 2 cadres en acier totalement lisses, des manchons dimensionnés selon une certaine épaisseur, qui vont venir donner l'épaisseur finale de la simèse. Et dernière étape, un plaquage d'éléments en médium ou n'importe quel autre support d'ailleurs, vissé par l'intérieur, ce qui préserve encore plus le panneau. Parce que typiquement, on fait des défonces en façade pour mettre les vis et les bandes de calicot. Là, tout ça, ça disparaît. On visse au verso, selon une certaine méthodologie. Et donc, on retrouve, notamment pour les expositions typiquement Beaux-Arts, uniquement les trous d'accrochage sur nos parements. Donc, ça leur donne une durée de vie un petit peu plus longue. J'avais fait dans ma démarche expérimentale une version ne sachant pas quel type de prestataire allait répondre et à quel prix. Je m'étais dit, attention, pensons une version low cost avec moins d'éléments qui serait tout aussi fiable et tout aussi fiable et sûr. Il faut savoir qu'on a fait passer un bureau d'études après notre travail pour se faire valider nos hypothèses. Et cette solution, donc, je parle très très vite, elle remplaçait des manchons droits par des diagonales qui s'inséraient directement dans des verticales en cornière en U, ce qui éliminait toutes les pièces de connexion qui relient les manchons au cadre, mais rendait la structure quand même beaucoup moins rigide. Pour la partie parement, on a développé toute une typologie de pièces de connexion très simple, pareil. C'est pour ça que moi, je suis pour cette simplicité fait que je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir partager et certainement pas privatiser ou breveter. C'est vraiment aussi un leitmotiv assez idéologique. Donc, ce sont des paniers américains qui viennent se fixer sur les montants horizontaux ou verticaux et reprendre par l'arrière les parements. Des omégas qui prennent pareil, qui relient la structure
avec les parements et d'autres pièces que vous allez voir détaillées. Et cette fameuse pièce de connexion qui m'a donné, qui a eu lieu, enfin comment dire, qui a donné lieu à beaucoup de réflexions parce que des métalliers que je consultais la trouvaient inutile, une usine à gaz complexe. D'autres me disaient que c'était une bonne solution. En gros, c'est une pièce très simple qui vient prendre la structure principale, le cadre et le manchon par le biais d'écrous. La petite particularité importante, c'est le taraudage de ces pièces, pas le taraudage, le fraisage de ces pièces de connexion pour retrouver une surface totalement lisse au moment du plaquage du parement. On en a des connecteurs simples, des connecteurs doubles, parce qu'évidemment, mes modules, il faut que je puisse les lier ensemble sans que ce soit des modules séparés. Donc le connecteur double sert à faire comme ça un assemblage en série de modules. Voici le détail des pièces de connexion pour parement, c'est très simple, oméga, plat pour relier des parements entre eux, connecteur. Un connecteur d'angle qui sert à se connecter sur les murs existants ou à connecter les joues des simèses, et une pièce un petit peu particulière pour les dublages qui est une entretoise sur laquelle on aura soudé une platine, ce qui permet de faire des doublages ou des simèses simple face en se fixant directement sur l'existant. Voilà. Ça, c'est le DCE. Que je reprenne mes esprits. Excusez-moi. Parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. DCE, je vais vous montrer donc quelques photos du premier montage à échelle 1 qu'on a, pas à échelle 1, du premier montage sur une exposition entière qu'on a fait, qui était l'exposition Reimann. Alors voilà à quoi ça ressemble. De primes abord, il faut savoir qu'on a fait évoluer le système à mesure. C'est-à-dire que là, en gros, on est parti sur des multiples de 75 et c'est très important quand on fait ce type de structure d'avoir une unité commune en hauteur, profondeur, longueur pour pouvoir être dans le modulaire et le standard. Et donc, on a créé une pièce de rajout qui rehausse notre structure, qui est un carré de 75 par 75, et on se rend compte que les modules en dessous font 150, ce qui est 2 fois 75, 225 de haut pour le module bas, qui est 3 fois 75, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte au montage, grâce à l'agenceur, c'est là qu'on voit qu'il y a une convergence aussi des savoirs, que la pièce de raccord en haut c'était bien plus intelligent de la mettre en bas parce que ça rajoutait du poids, ça rajoutait du lest, parce que c'était plus facile de lever l'ensemble en mettant le poids vers le bas. Enfin, autant de petites remarques qui font qu'on, d'un montage à l'autre, eh ben, on s'améliore collégialement avec les scénographes et avec les agenceurs. Alors, voilà quelques photos. Mon agenceur a fabriqué aussi des lestes sur mesure qui se déclinent selon différentes positions en fonction de l'épaisseur de la structure. Et on voit bien là les parements fixés avec nos fameux peignes américains qui s'alignent très bien les uns avec les autres. Alors voilà, ça c'est le processus. Et on peut donc faire des simètres qui sont connectés ou pas dans l'espace et on dimensionne les stages en fonction. Ça, c'est la phase. Alors, on a évolué depuis, mais tout commence par un assemblage à plat. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce système, il y a un certain nombre de pièces qu'on peut aussi assembler sur table, debout. Et les menuisiers d'MPI, à la fin du montage, m'ont dit: ah, mais en fait, c'est très très bien, on a beaucoup moins mal au dos. Il y a des étapes comme ça qui facilitent la vie des travailleurs. Voilà un exemple de doublage avec la fameuse platine soudée. Et on voit. Bon, alors là, c'était le tout premier, donc on avait mis énormément de paniers américains. Je pense qu'aujourd'hui, on en mettrait moins. Et on voit comment tout ça s'aligne très bien. Et là, voilà, on peut même, en zoomant, voir les pièces de connexion avec les très très bien fraisés, tous les éléments de quincaillerie. Il y en a énormément, donc avant chaque passage de commande, il faut vraiment faire plusieurs vérifications. Et l'idée pour 2024, fin 2024, c'est de créer des fonctionnalités via Excel pour que tous ces calculs puissent se faire beaucoup plus vite parce que ça demande quand même pas mal de temps, il y a des risques d'erreur. Autre chose que je n'ai pas développé, je m'en suis rappelé à la fin de mon DCE, la particularité qui a fini par convaincre aussi le PMO d'aller dans le sens de ce système, c'est que mes structures de simètres peuvent aussi devenir des éléments de podium, c'est-à-dire qu'un cadre, il y a des
Une typologie d'échelle fait 75 par 225. Si j'en utilise une seule et que je rajoute des connecteurs avec des manchons plus courts, j'ai une structure de podium que je peux habiller avec du bois. Structure de podium qui, à l'exposition suivante, si je souhaite récupérer ma structure pour en faire une simèse, je n'aurai pas à la modifier. Et de la même manière, avec des entretoises plus grandes, je peux faire des tables et des socles. Socles qui seront très solides parce qu'en acier, donc pour du lapidaire ou de la sculpture comme on a souvent à Orsay, c'est très bien, c'est que j'ai des éléments de structure que j'aurais pas à commander pour renforcer un certain nombre de socles. Et pareil, on a fait le parti pris de la sobriété, c'est-à-dire que ces structures, là où elles étaient peintes en cabine à la Cité de l'Architecture pour un design fini, avec l'idée assumée de les laisser visibles ponctuellement, nous, on a fait l'inverse. J'ai demandé, dans mon accord cadre, un supplément, une option peinture, que je ne lèverai uniquement si je suis dans l'obligation de, s'il y a une demande du côté Ceno, de faire apparaître ces structures dans un dispositif. Ce qui est une forme de sobriété. À la Cité, l'Archi avait fait peindre tout, ce qui était complètement, de mon point de vue, inutile. Ça se dégradait beaucoup plus vite. Voilà. Et limiter aussi un maximum les soudures en saillie, parce que dès qu'un élément de soudure casse, eh ben, la pièce se retrouve inopérante, inefficace et à mettre au rebut. Alors on en est où du temps? Il me reste 2 minutes, 3 minutes? 3 minutes. Alors je vous partage donc rapidement le BPU qu'on a fait. Donc c'est toute une typologie d'éléments. Vous voyez, c'est vraiment comme un catalogue. Je mets les quantités, c'est dégressif, il y a mon option peinture. On passe des échelles aux entretoises, les fameux raccords de connexion qui étaient si durs à trouver, toutes les petites pièces de connexion, les lestes. Ça, c'est la version low cost. Et à la fin, toutes les typologies de livraison en fonction du volume. Et je vais vous montrer en exemple le travail de Maud Martineau, qui est à ce jour celle qui a fait le travail le plus abouti de prise en main de ce système de structure dans le cadre de l'éco-conception de l'exposition Henriette Becker qui va se monter fin août. Alors, les autres scénographes l'ont très bien fait aussi, Graphem, Studio Matters, mais là, vraiment, c'est remarquable. Donc, elle a commencé par faire une vue 3D de l'implantation des structures en acier sur l'ensemble de la scénographie, en me calculant précisément le nombre d'unités en termes de modules. Ensuite, une vue en plan de ces mêmes modules qui détaille le nombre de parements que l'on va réassortir pour ces structures, parce que moi, je trouve ça tout à fait pertinent d'acheter des parements neufs quand on achète des structures neuves, parce qu'après, il va y avoir une espèce de coïncidence systématique d'une expo à l'autre de ces parements avec les structures. Un détail calpiné du nombre d'unités que représentent en termes de cadre et d'entretoise tous ces modules. Un calpinage du réemploi à partir de la récup de l'exposition précédente. Alors là, on n'est plus dans les modules, mais dans le bois qui est disponible de l'exposition précédente et qui sera réemployé, ces fameux panneaux sans clou ni colle que l'on met de côté d'une expo à l'autre et que j'ai la charge de quantifier avec une grande précision pour que le scénographe puisse travailler de manière sans faire d'erreur. Bon, là, on retrouve en plan la même chose. Pareil, un calpinage. Alors là, elle est très très loin dans l'exercice, c'est qu'elle a redessiné tous les éléments, mais ça, c'est vraiment, je pense qu'elle avait un peu de temps. Ça, c'est ce que vous voyez, ce qui va être fabriqué par l'agenceur et donc tout ce qui est neuf dans notre exposition. Donc voilà, on a d'un seul coup une vision très claire de ce qu'il y a dans l'exposition. Et bon, pour le reste, c'est des éléments de décor fabriqués. Et à partir riche de tout ça, le scénographe qui va reprendre l'espace derrière aura quand même énormément d'éléments déjà pour redémarrer. Et dernier point, moi, aujourd'hui, d'une expo à l'autre et dès la phase de montage, je récolte des données, des pourcentages, des chiffres, de nombre de panneaux, de ce qu'il y a pu, enfin, en tout cas, je fais des comparatifs
et des pourcentages que je mets tout de suite dans des fiches expo responsables qu'on a créées aujourd'hui à Orsay, dans nos bilans d'exposition. Ça remonte tout de suite chez nos AG, donc ça parle tout de suite et ça permet comment dire, non pas de convaincre, parce que nos administrateurs sont déjà totalement convaincus du bienfait de notre démarche, mais d'amener de la matière pour continuer à être soutenus dans cette démarche. Voilà, démarche qu'on essaye de partager au maximum avec l'ensemble des institutions. Voilà, j'aurais pu dire encore beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Eh bien, on enchaîne peut-être tout de suite sur le manifeste XPO et je laisse la parole. Donc, je crois que c'est Adeline qui commence. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour. Il va afficher le document. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Adeline Rispal, je suis architecte et scénographe. Je dirige les ateliers Adeline Rispal et je suis fondatrice et aujourd'hui administratrice après avoir été présidente et vice-présidente de XPO, la fédération que nous avons fondée en juin 2019, donc juste avant le Covid, initiée en 2018, dont l'objet est de fédérer, d'abord c'était toutes les associations des métiers de conception de l'exposition. Aujourd'hui, on s'est élargi beaucoup. Tu peux mettre la page 2, s'il te plaît, Fanny. On s'est élargi à une dizaine d'associations, puisqu'entre-temps, il y a une association d'entreprises de fabrication de scénographie qui s'est créée, qui a voulu adhérer. On l'a accueilli à bras ouverts. Il y a une association. Donc, les associations fondatrices sont les deux associations de muséographes. Les muséographes et l'association professionnelle des muséographes, deux de scénographes, les scénographes et l'union des scénographes, une association ACE des éclairagistes. Si vous pouvez couper vos micros, ce serait bien parce qu'il y a des bruits parasites là. Merci. Une association de concepteurs lumière et d'éclairagistes, ACE, une association de producteurs d'expériences numériques, PXN, une association de designers dont les designers graphiques, l'Alliance France Design, et donc se sont associés à ces 7 membres fondateurs, a prévu, qui est une association de préventeurs, Ref Museo, donc l'association des entreprises dont je parlais, Piaf Images, qui sont des documentalistes. D'autres associations sont en train de nous rejoindre, et nous avons aussi des membres, un autre statut qui sont des membres partenaires, dont Manifesto Expo, qui est un gros tourneur d'exposition, on va dire, qui est un nouveau métier aussi qui s'est beaucoup développé à partir du Covid. Push, qui est une émanation de Manifesto, qui est une pépinière d'artistes que vous connaissez sûrement. Plint et Carbon Prod, que je présente, dont Fanny Legros, ici présente, est fondatrice, qui sont très liées justement à ces questions de développement durable et d'analyse du cycle de vie et autres échanges et réemploi de matériel d'exposition. Et nous avons des membres bienfaiteurs qui sont des entreprises d'éclairage, Loupi Lighting et Rameau. Nous avons le groupe Beaux-Arts qui est un membre bienfaiteur, le CITEM qui est un membre bienfaiteur. Je ne sais pas si vous nous avez vus au CITEM cette année, nous avions un très grand espace donné gracieusement par Beaux-Arts, par le CITEM. Et nous avons GP Archives qui sont des archivistes audiovisuels d'une émanation de Gaumont. Voilà, donc là, on voit que en quelques années, cette fédération s'est beaucoup développée. Et notre objectif dès le départ, c'était, on était déjà dans l'éco-conception, évidemment, avant le Covid, comme vous tous d'ailleurs, et c'était de justement pouvoir dialoguer avec les institutions, dialoguer avec les collectivités, dialoguer avec tous les acteurs de l'exposition pour mieux articuler nos travaux, nos démarches, nos méthodologies, pour aller plus vite ensemble vers une amélioration des conditions écologiques de l'exposition, mais pas que, puisque nous ne faisons pas que des expositions, nous travaillons aussi parfois sur des musées entiers, donc l'exposition est une partie, l'exposition permanente est une partie du sujet, et il y en a d'autres, il y a le fonctionnement général du musée, sur lesquels évidemment on apporte aussi nos savoir-faire d'architectes, de scénographes, de muséographes. Et voilà, donc là aujourd'hui, on est rentré dans le groupe de travail du ministère de la Culture pour
pour mettre au point une norme AFNOR sur les méthodologies d'approche de l'éco-conception dans le milieu de l'exposition. Et nous sommes très heureux, c'est un travail qu'on commence à peine, qui va durer une petite année et qui devrait produire des premiers documents dès la rentrée septembre 2025. Nous sommes aussi engagés dans différents autres réseaux, mais on va peut-être pas s'étendre là-dessus. Peut-être vous suivrez nos actualités sur Facebook, LinkedIn et sur notre site web qui est XPO Fédération. Et nous avons, à l'occasion du CITEM, proposé un manifeste de l'éco-conception qui a été conçu lors de journées de travail de la fédération par une soixantaine d'acteurs de tous les métiers d'exposition, donc des gens de toutes ces associations et de tous ces partenaires, qui étaient là chez Push pendant une journée et qui a travaillé dans des ateliers de travail de réflexion sur l'analyse du cycle de vie d'une exposition et à quel moment on avait, et tous les leviers qu'on pouvait imaginer pour améliorer les choses. Donc depuis la première idée qui germe de l'exposition jusqu'à son recyclage ou sa réutilisation potentielle dans le cas d'expo temporaire et même dans le permanent. Donc le manifeste est l'émanation de ces travaux collaboratifs. Après, il a été synthétisé, mis en page, et nous l'avons lancé lors du CITEM du mois de, je ne sais plus, avril, je crois, dernier. Et ce manifeste est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger quand vous allez sur Fédération XPO. Tout de suite, vous pouvez le télécharger. Voilà, c'est très simple. Et je vais passer la parole à Fanny qui va le présenter. Donc Fanny est nouvelle présidente, très très fraîchement élue. Nous avons 3 Tout à fait. présidentes. Co-présidente. Co-présidente, puisqu'il y a 3 présidentes, voilà. Fanny, Sylvie Carlier qui est de PXN. Fanny est représentante des partenaires, puisqu'on a un collège de partenaires qui ne sont pas membres titulaires, mais qui ont une représentation. Et la 3e personne, c'est Stéphanie Liquès, qui est vice-présidente d'Après-Vue, présentateur, mais qui est aussi muséographe, donc qui a une vision très large aussi de la question muséale, et qui est tout à fait pertinente. Et après, il y a évidemment un bureau, et nous sommes un certain nombre d'administrateurs, et il y a aussi des gens qui travaillent, qui ne sont pas dans le conseil d'administration. Voilà. Il y a une belle énergie qui est aujourd'hui en chemin, et je vais laisser Fanny développer l'explication du manifeste. Ouais, merci beaucoup Adeline pour toute la présentation de l'XPO. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, ok. Oui, Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là aussi ce matin en tant que co-présidente d'XPO, effectivement fraîchement nommée en début de semaine. Merci à la FEMS de nous avoir accueillis ce matin aussi pour présenter ce sujet de l'éco-conception. Merci à Jonathan et Marion, c'était extrêmement intéressant, et Émilie aussi sur ce que vous êtes en train de développer. Ce qu'on voit très globalement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, il y a beaucoup d'expérimentations depuis, on va dire, 2 ans, et on sent que là, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Donc, effectivement, le travail qui a été fait avec XPO, on est vraiment sur... c'est pas un mode d'emploi, c'est plutôt une méthodologie ouverte. C'est plutôt pour accompagner, on va dire, les parties prenantes à vraiment éco-concevoir de manière la plus facile possible. Donc, je ne me suis pas présentée, mais je vais le faire rapidement. Donc moi, effectivement, je suis Fanny Legros, j'ai co-fondé Plint, une plateforme de réemploi d'objets d'éléments de scénographie, justement, où on fait aussi de l'inventaire. Donc les questions d'inventaire me parlaient bien tout à l'heure quand vous les avez énoncées. Et j'ai aussi donc fondé Carbon Prod, qui est un cabinet plutôt de conseil sur le calcul d'impact environnemental multicritère. C'est-à-dire qu'on va plus loin que le carbone. Et on travaille vraiment une vision globale des impacts environnementaux. Et donc voilà, pour reprendre un petit peu l'idée du manifeste, l'idée c'était vraiment de retravailler sur le cycle de vie de l'exposition. Et donc on a délimité 6 phases dans ce travail de groupe. Alors je vais travailler un peu chaque phase. L'idée c'est de pas de rentrer non plus dans toutes les, on va dire, les notes qui ont été faites par phase, sinon on est là à peu près encore 1h30, mais de faire un peu les grandes phases, et aussi bien sûr d'avoir une discussion avec vous par la suite pour entendre vos questions. Donc ces 6 phases, on est dans une première phase où on a l'expression du besoin et la définition du projet. C'est presque la phase la plus importante quand on sait que globalement 80% des impacts se font à la conception d'une exposition. Donc ça c'est vraiment le point de départ, d'essayer de réfléchir
de manière globale et après de manière très spécifique en fonction des phases. Et donc, dans cette première phase, on va avoir, par exemple, tout ce qui est la définition des critères de réussite pour l'utilité du projet. Donc, optimiser, par exemple, l'utilisation des collections, des artefacts de l'institution, définir des objectifs, sa durée, sa place dans la programmation, de repenser un petit peu les choses de cette manière aussi. Donc, comme on le disait tout à l'heure, prendre en compte, dès sa genèse, l'ensemble du cycle de vie de l'exposition et en anticipant les phases, en évaluant les possibilités de valorisation. Il y a une phase aussi qu'on a imaginée qui serait une phase de diagnostic, donc avec voilà, quels sont les espaces mis à disposition, les flux des visiteurs, les conditions climatiques, le rapport à la lumière, que toutes ces données en fait, soient déjà disponibles très tôt pour que des définitions, enfin des décisions soient prises en conséquence. Bien sûr, on a un point sur l'anticipation des besoins futurs et des contraintes de l'exposition. On a imaginé la désignation d'un nouveau métier qui est en train un petit peu de se mettre en place dans certains musées, c'est la désignation d'un référent qu'on pourrait appeler éco-conception, donc qui serait vraiment chargé de coordonner tous ces efforts au niveau de toutes les équipes, parce qu'on voit souvent que c'est une des problématiques, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont très mobilisées et parfois certaines qui le sont un peu moins parce que moins de connaissances sur le terrain. Donc l'idée aussi, c'est de vraiment réussir à leader tout ça, donc en obtenant l'adhésion de tous les acteurs sur cette démarche. Il y a une grosse question de formation aussi, globalement alors, moi ce que je peux voir aussi, même au sein de la fédération, c'est qu'on est plutôt dans un moment où on a passé voilà, les 3 dernières années à bien se sensibiliser. Là, on est plutôt dans un nouveau, alors pas phénomène, mais plutôt il faut aller un petit peu plus loin sur vraiment les technicités particulières des métiers. On est tous sensibilisés aux problématiques environnementales. Et maintenant, c'est comment on met en action et comment on forme vraiment sur les problématiques métiers, la conservation préventive, le transport, la caisserie. Donc, toutes ces problématiques qui vont plus loin. Dans cette phase 1, on a aussi donc réinterroger les modèles de médiation. Donc ça, c'est un point important aussi qu'on intègre dans l'éco-conception. Quelle est la place et la nature du numérique? Gros sujet aussi, quand on connaît les impacts du numérique qui sont extrêmement importants. Il y a un projet d'ailleurs qui peut être intéressant à nommer aussi, peut-être que vous le connaissez, un projet qui vient de sortir du PIA 4 et Alternative Verte 2, qui va être un projet de calcul d'impact environnemental pour les expositions. C'est une plateforme qui sera mise en marche par Paris Musée et un nombre de musées partenaires dont certains ici font partie. Donc on a 16 musées partenaires et donc cette plateforme sur laquelle vous retrouverez 3 outils, un outil d'éco-conception plutôt qualitatif qui vous aidera un peu à questionner donc toutes les problématiques d'éco-conception, un outil calculateur carbone pour aller simplement sur la question climatique, donc rapidement, et un 3e outil qui sera un outil d'analyse de cycle de vie qui permettra d'aller plus en profondeur sur des problématiques simèse, matériaux. Donc voilà, l'idée c'est de faire travailler sur nous, on va travailler sur ce projet qui normalement sera lancé, on espère, début 2026. Donc voilà, ça c'est un projet aussi qui va se mettre en place. Dans cette première phase, bien sûr, inclure des budgets spécifiques pour le réemploi, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une ligne budgétaire qu'on ne voit pas toujours apparaître dans les marchés, c'est extrêmement important. Et donc de reprendre du temps, effectivement, pour les scénographes, parce que l'éco-conception prend du temps. Donc collaborer aussi avec les pompiers pour vérifier la faisabilité du réemploi, donc toutes les problématiques des normes au feu. Et bien sûr, mutualiser à l'échelle locale des besoins de création des saisons pour rationaliser un petit peu les actions sur un même territoire. Sur la phase 2, on est plus, donc comme vous le voyez à l'écran, sur une phase de cahier des charges et de commande publique. Donc on sait qu'il est important. Fanny, excuse-moi, je Oui. me permets de te couper, excuse-moi, les slides ne bougent pas, on est toujours sur la première, et peut-être qu'il y a un problème d'écran. Voilà. Et tu peux la mettre en plein écran aussi, s'il te plaît. On la verra en plus grand, ce sera plus facile à lire. Alors, est-ce que... Voilà, génial, merci. Voilà, la phase 2, donc cahier des charges et commande des marchés publics. Globalement, il y a une dizaine de postes ici, donc sensibiliser toujours et former les équipes aux enjeux de l'éco-conception, exprimer dans la commande les objectifs du programme environnemental, ça c'est très important. Aujourd'hui, on commence à les voir émaner, mais ils ne sont pas toujours très bien rédigés. Présenter un budget et un calendrier qui tiennent compte du temps nécessaire plus conséquent et de conception. Ça c'est aussi très important. Rédiger un cahier des charges ouvert qui favorise l'émergence de réponses innovantes en éco-conception.
préciser dans le cahier des charges les pistes de réemploi et de valorisation envisagées. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, effectivement, la grosse question se pose au niveau des inventaires. On sent qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment le bas qui blesse, entre guillemets, sur parfois sur la possibilité de faire vraiment l'inventaire et le stockage. C'est quand même des gros freins. Préciser dans les cahiers des charges les pistes de réemploi et de valorisation envisagées, ainsi que les clauses juridiques, techniques et économiques qui sont liées à l'adaptation de la scénographie sur plusieurs années ou différentes expositions. Vraiment, l'idée étant d'avoir le plus d'écrits possible sur ce qu'il est possible de faire. On a mis une note aussi qui nous semble extrêmement importante, c'est la rémunération des réponses des candidats dès que des esquisses ou des intentions graphiques sont demandées. Ça semble totalement important et légitime. Intégrer dans les contrats de cession aussi de droits d'auteur les clauses relatives à la conception d'une écoscénographie et repenser les méthodes de calcul des honoraires, on en a parlé aussi tout à l'heure. Dans cette phase 2, on s'est aussi interrogé sur l'association des producteurs numériques à la conception scénographique, et donc un peu de mettre tout le monde autour de la table dès le début des projets pour que tout soit vraiment créé de manière éco-conçue. Dans cette phase 2, on a aussi précisé donc, dans les cahiers des charges les spécificités à prendre en compte en lien avec la préservation des collections, pour aider les choix des matériaux dans une scénographie qui serait éco-conçue. Bien sûr, la favorisation du dialogue en amont entre les acteurs du projet pour inciter une éco-conception vertueuse. Donc l'idée encore de ce référent éco-conception, c'est qu'il soit là pour un peu animer cette possible mobilité entre tous les acteurs. On arrive sur la phase 3, qui est une phase donc, de projet scénographique, donc de l'avant-projet au projet final, avec quelques points aussi d'attention sur la conception donc d'une approche esthétique innovante et inspirante dans les réalisations, rendant à la fois la démarche et le projet désirable. Ça, je pense que c'est aussi un point. C'est pas parce que et on a des contraintes de réemploi que les projets doivent être, on va dire, fades. C'est pas du tout l'idée. Ça, c'est un point aussi important. L'éco-conception, il faut vraiment l'imaginer comme le meilleur compromis qui soit entre l'économie, l'environnemental, le social, mais aussi effectivement la partie désirable, surtout dans le secteur de la culture. Donc dans cette phase 3, on a aussi une phase pour donc fournir aux concepteurs un catalogue à jour des éléments du parc de mobilier scénographique, audiovisuel et lumière. On en parlait aussi tout à l'heure. Inciter les commanditaires à investir dans la traçabilité de ces actions et celle des prestataires afin de garantir une meilleure gestion des ressources et transparence accrue pour les processus de production. Bien entendu, la question de la maintenance est extrêmement importante, que ce soit la maintenance des cimaises, des parcs audiovisuels ou de tout ce qui est éclairage. S'accorder aussi sur le temps à la conception d'un projet afin qu'elle soit aussi aboutie et cohérente et que ça évite des modifications à chaque phase, ce qui redonne du travail à tout le monde. On a aussi l'utilisation de la CAO, du DAO, des outils collaboratifs pour travailler en collaboration avec des maquettes 3D, des choses qui permettent vraiment aujourd'hui, avec les outils numériques que l'on a, de pouvoir gagner du temps et partager des éléments qui puissent être réemployés aussi rapidement. Sur la phase 4, on a une phase donc, de DCE, fabrication et pose sur site. Donc là, on a imaginé quelques pistes sur, par exemple, rester ouvert aux propositions de réalisation, ne pas être trop spécifique dans les demandes et rester flexible, privilégier les matériaux naturels, nobles, durables et disponibles localement, proscrire les matériaux toxiques ou nuisibles et utiliser des bois labellisés durables, vous avez FSC, PEFC, contenant peu ou pas de formaldéhyde. On commence à avoir des matériaux qui commencent à arriver, qui sont exactement sans COB. Utiliser des calculateurs pour prévoir l'empreinte carbone des matériaux et des processus de fabrication pour orienter les choix des solutions à faible impact. Préférer les entreprises locales, sinon celles pouvant rationaliser ou utiliser les moyens de transport durable pour les livraisons. Construire de manière modulaire. Ça, on l'a vu aussi aujourd'hui, démontable pour disposer ensuite de structures de base à réadapter et combiner. Prendre le temps de faire des tests nécessaires sur les équipements au vu pour garantir une exploitation conforme aux besoins et en termes de conservation et de collection et de sécurité des visiteurs et du personnel. Et on a un dernier point sur la phase 4 qui est lors de la rédaction des DOE, des dispositifs numériques, inclure une partie sur la modalité de mise à jour des maintenances afin que celle-ci puisse être faite dans le futur, y compris si les équipes de si les maîtrises d'ouvrage changent. Ça, c'est vraiment un point important parce que sinon, ça veut dire que, entre guillemets, tout le monde refait les choses.
Après cette phase 4, donc nous avons une phase 5 sur l'installation des collections et des contenus. Là, c'est un petit peu plus rapide puisque tout aura été, entre guillemets, fait en amont. Donc on a voilà, une planification sur l'installation des collections et des contenus tout au long des études de la fabrication afin d'optimiser les ressources matérielles humaines et les déplacements et les déchets durant l'installation. Et après, on a un accompagnement sur les équipes de maîtrise d'ouvrage pendant ce temps qui est plutôt des temps de stress. C'est comment voilà, on permet à l'ensemble des équipes de travailler tranquillement. Et donc, on a une dernière phase 6, l'exploitation et la maintenance et le démontage, qui est une partie extrêmement importante. Cette partie 6, elle est même presque à entrevoir dès la phase 1. Donc, déjà, imaginer de se poser toutes ces questions de Simez et de globalité, on va dire, de production de l'exposition et de son démontage. Donc, rendre visible la démarche d'éco-conception auprès des visiteurs en les informant des efforts déployés. Ça, c'est une chose qu'on commence à voir un petit peu apparaître et qui semble vraiment importante parce que la plupart des gens ne savent pas comment se produit une exposition. Informer les concepteurs du déclassement et du devenir de leur scénographie et coordonner entre les institutions locales la planification des phases de montage et de démontage pour optimiser l'utilisation des ressources. Lors du démontage, décomposer les éléments en matériaux réutilisables, sol modulaire, éléments architecturaux génériques, réaliser un DOE, donc dossier des ouvrages exécutés pour faciliter l'adaptation des éléments scénographiques et faire l'inventaire des matériaux disponibles. Faire appel en priorité à l'artiste-auteur d'origine pour la conception de nouvelles scénographies issues de son œuvre originale. Stocker les éléments de manière durable et accessible pour un projet futur. Donc voilà, on sait aussi que ce manifeste, il y a certaines problématiques techniques qu'on n'a pas encore, qui sont encore complexes aujourd'hui à mettre en place. Et on a une dernière phase qui est donc l'inventaire des matériaux avec donc toute cette problématique que cela appelle. Voilà pour les 50, on va dire, phases. Alors, je n'ai pas fait les 50, mais l'idée vraiment, c'est de réimaginer l'exposition dans son cycle de vie avec voilà, les matériaux, l'économie, l'humain, et essayer de voir comment on peut mettre ça en forme le plus facilement possible. Adeline, je crois que vous souhaitiez conclure sur Oui. cette présentation et peut-être qu'on enchaîne après sur les questions. Tout à fait, tout à fait. 3 Merci. minutes. Tout à fait. Merci beaucoup Fanny et pour cette présentation. Vous avez vu combien le fait d'analyser l'entièreté du cycle de vie amène de réflexion sur l'interaction entre tous ces actions finalement. C'est-à-dire qu'on est dans une problématique systémique et comme toute problématique systémique, ce qui est important, c'est de comprendre les relations entre les éléments plutôt que les éléments eux-mêmes. Donc chaque fois qu'on regarde il nous semble à nous que regarder l'éco-conception, l'exposition uniquement du point de vue de la production de l'exposition n'est pas suffisant. Il faut regarder bien en amont. Et il nous semble aussi que donc, ces nouvelles méthodes qu'on préconise, et qui d'ailleurs, on n'est pas les seuls, je crois que beaucoup d'entre vous sont déjà arrivés à cette conclusion, c'est que plus on est autour de la table très en amont des projets, plus chaque intervenant peut donner son avis sur la manière d'optimiser à la fois les ressources, mais aussi le temps, puisqu'on parle beaucoup de matériaux, mais on ne parle pas beaucoup des humains. Et les humains travaillent de nombreuses heures sur ces projets, et c'est là où il y a parfois une difficulté, parce que toutes ces nouvelles méthodes de conception engendrent un nombre d'heures de travail extrêmement important qui peut mettre en difficulté les entreprises, et pas que nous, pas que les concepteurs, les entreprises également. On a aussi parlé dans toute cette présentation en creux de la décroissance, donc des matériaux. On utilise moins de matériaux et c'est très vertueux, mais ça pose des problématiques économiques dans tout un écosystème. Donc ça, c'est un sujet, je dirais, qui ne touche pas que nous, mais aussi il y a de la croissance. On n'a pas du tout parlé de numérique, ça, je suis un petit peu étonnée. Il y a des croissances des matériaux, mais il y a une croissance des productions numériques. Et ça, on le voit, les entreprises qui font du numérique sont sous l'eau, alors que les entreprises qui construisent ont de moins en moins de travail. Donc là, il y a un déplacement des budgets d'un champ plus matériel vers un champ plus immatériel. Ce champ plus immatériel n'est pas moins consommateur d'énergie. Et donc, il y a ces questionnements qui émergent. Évidemment, il y a beaucoup de travail de réflexion sur la frugalité numérique, mais il ne nous semble pas que ce travail soit aussi mis en pratique qu'un travail sur la partie matérielle. Et ça, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire. Donc, tout ça pour dire qu'il nous semble aujourd'hui qu'effectivement, il faut réviser les manières de collaborer avec tous les partenaires qui n'arrivent qu'à
après les appels. Donc, les muséographes sont souvent avant les appels d'offres de maîtriseurs, et il nous semble qu'il est nécessaire de venir plus en amont. Ce sont des pratiques qui sont très courantes depuis 20 ans en Angleterre, et qui commencent à essaimer aussi en France. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on met l'accent de nos réflexions. Voilà. Sinon, on peut aussi parler de cette question de l'adhésion. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, et c'est tout à fait juste que je crois que c'est la personne du musée d'Orsay qui ne se sent pas toujours, c'est pas toujours facile de faire adhérer tout le monde à ce processus. Or, il suffit qu'il y ait une personne ou deux qui sont des personnes clés qui ne s'engagent pas dans ce processus pour bloquer cette chaîne vertueuse. Et parce que bien sûr, c'est une chaîne où nous sommes tous engagés collectivement et de manière voilà. Merci. Merci beaucoup, Adeline. Je pense qu'on peut passer aux questions, s'il y en a. Réseau. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à poser une question. C'est toujours la première qui est compliquée, je crois, mais... Alors, moi, je veux bien commencer. J'ai une question pour Jonathan. Sur la partie des CIMES réutilisables que vous utilisez à Orsay, est-ce que vous avez imaginé, ou peut-être pas encore, une étude qui permettrait de définir quel est l'impact de l'acier sur le... Combien de temps vous avez imaginé utiliser les CIMES réutilisables? Et pourquoi le choix de l'acier par rapport au bois? Je l'imagine, mais... On s'est donné minimum 10 ans, mais grand minimum. Et j'espère bien, à condition que ce parc soit bien entretenu et bien suivi, que ça durera, étant donné que il y a l'acier, a priori, a une forte durabilité. Après ça, ce travail sur la question il y a l'analyse du cycle de vie de l'acier, mais aussi son impact au moment de sa production. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais que moi, je voudrais sourcer avec le titulaire de l'accord cadre, en effet, pour vraiment avoir des données très fermes à ce sujet. très réel, ouais. Parce que c'est évident que la production d'acier est beaucoup plus énergivore que le bois. Mais dans la durée, évidemment, la courbe peut s'inverser. Ouais. Okay. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais une petite remarque à faire très rapide qui me semble importante, dont j'ai pas parlé. C'est que à partir du moment à Orsay où on parvient à justifier de la nature éco-responsable d'une dépense, on a créé une ligne verte spécifique pour la financer en investissement. Et notre système a l'avantage aussi, du point de vue des coûts d'objectif des expositions, d'être financé et totalement décorrélé du coût d'objectif de l'exposition. Ce qui vient soulager quand même les budgets et ouvre la porte justement je pense à la création, et il faut le réaffirmer, à la singularité. Et un exemple assez typique et très très récent, là on fait une exposition M Green et Draxet en octobre au musée d'Orsay. Et on a fait un marché où on avait dessiné une grande plateforme entièrement en bois. On a fait complètement exploser notre budget. On s'est complètement planté. Et j'ai très vite sourcé un panneau en PVC recyclé, imprimable, beaucoup plus léger, qui viendrait remplacer le bois. Et l'idée que j'ai eue dès le départ, c'est si on l'achète, évidemment, ce sera sur un budget vert, investissement, donc décorrélé du projet, mais avoir tout de suite un coup d'avance pour savoir ce que vont devenir ces panneaux après cette exposition. Et comme ils seront relativement préservés, je suis tout de suite allé voir la direction des publics pour la médiation et le bâtiment et la com, pour que cet énorme lot de PVC recyclé, de plaques de PVC recyclées, soit tout de suite une réutilisation fléchée. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que je pars d'un élément recyclé, transformé, et l'étape 3, c'est aussi un réemploi. Et d'avoir cet arc-là dès le départ, c'est vraiment une des conditions assez idéales. Voilà. Merci, Jonathan. Je crois qu'on a une question de la part de Cécile Coilin.
Cécile, oui. Oui, voilà, bonjour à tous, excusez-moi. Je veux d'abord vous remercier voilà, pour le sujet de ce jeudi de la FEMS, qui était très intéressant. Moi, j'avais une question pour à Madame Forissier. Vous avez parlé de cartels magnétiques et j'aurais bien voulu savoir si vous êtes content de ce produit-là, enfin de ce processus. Et aussi, vous avez parlé aussi de la vitrine qui était en verre et en socle, mais je n'ai pas compris en thermo quel était le matériau. Et voilà, parce que nous, on repense aussi à notre parcours permanent. Et donc, tous les trucs et astuces sont les bienvenus. Merci. Merci pour votre question. Oui, en effet, les cartels thermolaqués, en fait, c'est du coup, nous, on a dessiné des supports métalliques, donc qui sont le terme thermolaqué, en fait, c'est la finition qu'on applique au métal pour avoir, du coup, c'est la peinture, enfin, c'est la finition peinture sur le métal, donc qui est une meilleure finition qui est du coup en cabine. Et donc, c'est des cartels métalliques, des supports cartels métalliques qui venaient s'insérer dans des rainures. Et ensuite, du coup, les cartels étaient magnétiques, et ce qui permet du coup au musée de l'immigration de pouvoir changer les cartels. Et du coup, avec notre système aussi, ils peuvent déplacer facilement les cartels au niveau des vitrines. Pas au niveau des vitrines, enfin, au niveau du contenu. Et pour ce qui est des vitrines, donc après ça dépend de chaque scénographie, mais là, pour ce projet, donc on avait un support en support métallique et bois aussi, parce que pour pouvoir le fixer, et la cloche était en verre et métal. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, d'accord. Voilà. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, en fait, pour Adeline, peut-être. Vous parliez de l'intégration, en fait, de l'équipe Céno le plus en amont possible et que c'était vraiment développé dans les pays anglo-saxons. Est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus sur la méthodologie, en fait? Oui, alors, tout à fait. On travaille avec des gens des musées qui ont travaillé avec des Français qui ont été longtemps dans les musées de Londres, le musée scientifique, le musée d'histoire, le musée de sciences de Londres et un autre, British Museum. Et les deux nous disent que les appels d'offres sont faits sur des bases beaucoup plus légères. C'est-à-dire que la sélection des concurrents, la sélection pas des concurrents, la sélection de la maîtrise d'œuvre est basée sur des esquisses beaucoup plus légères, de manière à intégrer beaucoup plus en amont la vie de tous la chaîne, je dirais, des constructeurs, hein, puisque finalement, nous, la différence entre les programmistes et la maîtrise d'œuvre, c'est que la maîtrise d'œuvre se retrouve confrontée au réel, au vrai réel, c'est-à-dire celui des infrastructures, celui des matériaux, celui de la... Voilà. Donc, tant qu'on fait du programme, on peut imaginer toutes ces questions-là, mais on ne l'imagine jamais autant, malheureusement, que nous. Et c'est vrai que quand on arrive, on s'aperçoit que les programmes sont souvent un peu dans une façon, dans des modalités un peu idéales. Et or, le réel n'est pas toujours l'idéal. Voilà. Donc, si le réel qui est constitué, enfin, qui est la base de nos métiers, ce rapport au réel et la capacité à créer à partir du réel, peut être importé plus en amont dans la réflexion, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'économies d'échelle et qu'il y a aussi une économie d'échelle globale dont on ne parle pas. C'est le temps que passent toutes vos équipes des institutions et le temps que passent les équipes de toutes les collectivités territoriales à produire une exposition ou un musée. Ce temps n'est jamais compté. Or, nous, notre temps, on sait le compter puisqu'on est des entreprises et qu'on doit le compter. Et on s'aperçoit qu'il y a une pléthore de temps passé par les institutions, quelles qu'elles soient, qui est beaucoup plus important que le temps qu'on nous donne à passer. Mais ce temps-là n'est pas pour autant productif d'une réelle économie d'échelle ou de réflexion, parce qu'encore une fois, les institutions ne travaillent pas assez avec les partenaires, assez tôt avec les partenaires du côté de la maîtrise d'œuvre. Je pense à un exemple qui peut être assez concret. Par exemple, si on a, c'est les muséographes, c'est pas pour critiquer les muséographes, loin de là, ils sont nos partenaires et on travaille tout le temps la main dans la main avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a des muséographes qui sont plus ou moins architectes dans leur formation et du coup qui peuvent ne pas avoir assez de compétences pour envisager la faisabilité d'un projet dans un espace. On se retrouve parfois avec des demandes d'installer des collections qui sont le double de ce qui peut rentrer réellement dans l'espace. Et donc, nous, on doit passer des heures et des heures en itération avec l'équipe pour arriver à faire rentrer les collections
dans les espaces, hein. Marion hoche la tête, je pense que ça a dû lui arriver assez souvent. Donc ça veut dire aussi que c'est en amont que le travail de faisabilité n'a pas été assez fait. Or, si on fait intervenir les scénographes plus en amont, à des stades de pré-esquisse, hein, même à des stades de concept, moi ça m'est arrivé de travailler pour la ville de Bâle, où j'étais recrutée dès les premiers concepts de l'exposition, eh bien on s'aperçoit qu'on a une efficacité à la fois dans le temps de tous les partenaires, dans l'efficacité économique, dans l'efficacité même conceptuelle. Et ça, c'est très vertueux. Donc, je ne sais pas, on travaille avec ça justement avec Karine Duquesnoy et toute son équipe au ministère de la Culture et l'AFNOR pour essayer d'envisager d'autres méthodes de travail qui seraient vertueuses pour les collectivités, pour les budgets. On est tous en train de chercher des économies d'échelle. Et je crois que là, il y a un foyer d'économie extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup. C'est en effet très intéressant. Je ne sais pas on a le temps de prendre encore une question. Oui, on peut se donner encore 3-4 minutes. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans les... Alors, je vois le micro d'Émilie. Émilie, c'est le vote qui arrive. Voilà, je vous laisse l'activer. Non, sinon, mis à part ça, je ne vois pas de micro ouvert. Bon, alors Il y a une question j'en ai dans la une. conversation. Adeline, un petit complément. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une à Jonathan. Je connais bien les espaces d'expo temporaires du musée d'Orsay puisque je les ai réhabilités, ils ont rouvert en 2004. Oui. Et nous avons travaillé avec DigiDesign, qui était un grand bureau d'études d'éclairage allemand, sur toutes les infrastructures d'éclairage au plafond qui reprennent les trames existantes du bâtiment. Et je suis un peu étonnée de voir les plans que vous avez montrés tout à l'heure, qui sont des plans qui tiennent absolument pas compte de la géométrie des plafonds. On le voit parce qu'ils ne sont pas dans les trames, je le connais tellement que je le vois très vite. Et donc, je me demande comment vous faites pour bien utiliser les infrastructures existantes d'éclairage, puisque c'est très important d'utiliser tout le potentiel. Et on arrive aujourd'hui justement à beaucoup plus investir dans la réflexion sur les infrastructures pour que les gens, après, qui vont faire leurs expos temporaires, aient vraiment les outils et qu'il n'y ait pas besoin de réinventer, de rajouter des éclairages à chaque expo. Donc, c'est très important, ce rapport à l'existant. Or, si on ne suit pas la géométrie de l'existant, je ne vois pas comment on optimise l'utilisation de l'éclairage, des infrastructures d'éclairage. Voilà, c'est une question un peu générale sur les utilisateurs des infrastructures d'expo temporaires. Alors, déjà, on est depuis Aillé, on est passé totalement à la LED dans toutes nos salles. On a fait de gros investissements ces 2 dernières années. Et la salle en question, qui est la galerie Hamon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a été entièrement refaite à nouveau en 2016. Et avec un cadre de rail d'éclairage 3 allumages. Je vous ai présenté aucun plan du plafond, en fait, qui est très, très, très bien réparti. Donc, on rajoute pratiquement pas de rail de location d'une expo à l'autre. Donc, la réponse, c'est que je pense que les éclairagistes concepteurs s'y retrouvent et parviennent, je ne sais pas si je réponds à votre question, et parviennent tout à fait à travailler sans débauche de location et de moyens et transformation de l'existant. Et ça fait partie aussi de notre sobriété. C'est-à-dire ce suivi que je fais sur les installations, les locations, ce qu'on peut faire en interne, je le fais aussi pour le secteur de l'éclairage et pour le multimédia. Merci Jonathan. Voilà. Je crois qu'il y a une question aussi de Céline Rincé-Valin, pardon. Peut-être la dernière question. Alors, Céline, votre micro est coupé. Voilà. Alors, si jamais votre micro ne fonctionne pas, Céline, je vous invite peut-être à écrire votre question dans l'espace conversation. Ah oui, alors justement, c'était une question qui vous est adressée, Jonathan. Pourriez-vous nous indiquer les coûts de production de votre structure de Simez? Alors, en ce qui nous concerne, on a eu un vrai alignement des planètes. C'est que moi, j'avais en tête des serruriers avec qui on travaille en muséo régulièrement, qui font également du soclage et de la serrurerie semi-industrielle. Et on a le titulaire du marché est un serrurier des Ardennes et il nous a répondu 50% moins cher
que nos prévisions. Donc, les structures et pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas en muséo, il travaille dans la valorisation de chaînes de recyclage, il fait du semi-industriel, donc il y avait une économie d'échelle pour le coup, et c'est un coup de chance, hein. Donc elles nous reviennent pas très cher. Un module, alors il faudrait que je vérifie rapidement, si vous avez 2 secondes. Attendez. En gros, on est très proche du prix d'une cimaise en bois neuf pour un élément de structure modulaire. Et c'est extrêmement bien, mais on est chanceux là-dessus. Ça aurait pu se produire différemment. Alors, quittez pas, je regarde rapidement un devis. Tac, tac. Alors, la toute première simèse qu'on a faite, il y avait 4 modules de 150 par 300. Donc, ce que je dis, oui, on va dire 4. Je me dépêche, hein. J'aurais pu faire ce calcul avant. Alors, à la louche, 1 250 €, un module fini TTC de 150 par 3 mètres. À la louche, hein. Avec le bois, avec le MDF? Non, sans les parements. Ok. Très Eh bien. bien, merci à toutes et tous. Merci à Émilie Augier d'avoir animé et préparé cet échange. Merci à tous les intervenants et intervenantes au nom de la FEMS. Et puis, nous vous donnons rendez-vous donc à la rentrée de septembre pour la poursuite de notre programmation des jeudis de la FEMS. Bonne journée. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup à Au revoir. l'FMS. Merci à toutes et Merci, au tous. revoir. Au revoir.